vous avez accepté une carte blanche, mais vous nous avez dit, je voudrais inviter quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur, dont j'aime le parcours. Il s'agit de Serge Plane, il est ici. Il m'en veut énormément d'ailleurs. Ah ben, il est terrifié d'être là. Présentement, il est Venez, furieux Serge. contre moi. Mais non, allez, ne soyez pas. Invité Avec quelques ce soir. images peut-être derrière nous, juste d'images de vous, Lambert. Merci Serge d'être avec nous. Tenez, je vous donne ce micro. Serge Plane. Je vois pas pourquoi je parle dedans. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus tous les deux ici pour être un petit peu nos grands témoins de cette France des solutions. Alors, je crois que votre rencontre, elle est assez belle, elle est assez touchante, et puis finalement, elle résume assez bien vos engagements à tous les deux. Vous êtes rencontrés sur un bateau de Greenpeace, et puis un jour, il y a un beau projet documentaire qui est né. J'aimerais que vous me parliez de cette rencontre, Lambert, et puis peut-être après d'un film qui sort, qui devrait sortir, vous allez me dire, qui s'appelle « Au-delà des récifs coralliens polynésiens, la vie ». Parlez-moi de cette rencontre, Lambert. Alors, il se trouve qu'en 2018, Serge a été invité par l'association Greenpeace qui avait mis au point une campagne avec l'agence du Brésil et l'agence française pour lutter contre un projet, enfin en tout cas pour avertir l'opinion publique sur un projet de forage dans la baie de l'embouchure de l'Amazone, au large du Nord Brésil et de la Guyane. Il se trouvait que des scientifiques brésiliens, 2 ans auparavant, avaient découvert l'existence de récifs coralliens dans la baie de l'Amazone, ce qui était totalement inattendu. Et à ce titre, ces scientifiques considéraient que la région devait être protégée. Or, il se trouvait que Total avait acheté ce qu'on appelle des blocs au gouvernement, et au Brésil, il s'agissait d'un groupe formé de Petrobras, BP et Total. Et donc Greenpeace est allé vérifier la preuve de l'existence de ce massif corallien, et c'est pour ça que Serge avait été invité sur le bateau pour analyser les échantillons. Et moi, j'étais là pour filmer les populations qui étaient peut-être impactées, qui allaient être impactées par ces forages pétroliers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'au large de la Guyane, il y a des mangroves, il y a des pêcheurs, ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles. Donc moi j'ai fait ce travail-là, et Greenpeace a relayé les images que j'avais tournées, j'ai rencontré des populations, et j'ai surtout rencontré Serge. Alors j'ai toujours été fasciné par la science. Moi mon héros dans mon enfance, c'est le professeur Tournesol, forcément. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui combinait tout à la fois, c'est-à-dire qui était en même temps Tintin, le professeur Tournesol, un peu le capitaine Haddock. C'est-à-dire que c'est un grand chercheur, Serge, qui est spécialiste donc, des récifs coralliens et des poissons, mais qui est aussi un aventurier, et puis qui est aussi un homme très sympathique. Et donc, on a commencé cette conversation. Et il se trouve que Serge m'a dit, bon voilà, si tu veux vraiment voir ce que c'est qu'un récif corallien, même en danger, mais en tout cas dans toute sa beauté extrême, viens avec moi, retrouve-moi en Polynésie française. Et ce que j'ai fait, et on a fait un documentaire sur les récifs coralliens et l'état des récifs coralliens. Bon, c'est encore en montage. Alors justement, vous connaissiez l'homme de théâtre, de cinéma, le metteur en scène, le chanteur qu'on connaît tous. Est-ce que vous connaissiez l'homme engagé lorsque vous avez rencontré Lambert ? Pas du tout, parce que la première des raisons, c'est que je ne savais pas qui serait sur cette mission. C'était pas du tout dans cette dynamique. Moi, Greenpeace m'avait proposé de venir pour apporter une expertise scientifique. En fait, c'était pour que je caractérise cet écosystème. Et au bout de 2 images que j'ai vues, je leur ai dit c'est pas du récif corallien. Moi, ma spécialité, c'est le récif corallien. Je suis pas sûr que je sois bien à ma place ici. Voilà, ça c'était à peu près 2 images après. Par contre, c'était un récif qui était, c'est un récif profond, c'est un récif qui est très original. On y est retourné d'ailleurs de nouveau cette année. Et
il y avait vraiment une curiosité scientifique. Donc c'est dans cette dynamique-là que je me suis retrouvé, je dirais, dans cette histoire. Et effectivement, il y avait toujours cette idée que ce qui était mentionné au travers de récifs de l'Amazone, c'était finalement systématiquement, il y avait sous-jacent un récif corallien. Et Lambert, dans plusieurs discussions, parce que bon, on s'est retrouvé, je dirais, pendant une semaine à se fréquenter plus régulièrement, et de temps en temps, il faisait ce lapsus toujours de mentionner corallien. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, j'en ai marre que tu me dises récif corallien. Je dis, je t'amène en Polynésie dans les 2 ou 3 mois quand tu as un peu de temps, et je te montrerai ce que c'est qu'un récif corallien. Tu verras que c'est très différent de ce que l'on observe au débouché de l'Amazone, même si ce qui est observé au débouché de l'Amazone et sur la zone guyanaise est très intéressant par ailleurs. Et donc voilà comment s'est fait un peu l'aventure, ouais, quelque part. Alors, moi j'aime toujours savoir d'où viennent les déclics dans les engagements. On le comprend, hein, vous Serge, c'est peut-être la plongée qui vous amène à cette découverte des milieux marins, peut-être qui a poussé à votre engagement. Vous allez me le dire. Je donne la parole à Lambert avant et vous me répondez, hein, Serge, à cette question juste après. Vous, Lambert, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui vient sur le tard. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai eu la chance d'avoir été élevé à la campagne. Alors ça, c'est un vrai privilège parce que, en fait, la nature, pour moi, c'était mon corps. C'est-à-dire que je ne me séparais pas de la nature et je l'observais comme je m'observais moi-même, c'est-à-dire que j'ai pu, en tant qu'enfant et adolescent, observer des changements dans la nature dans laquelle je me trouvais, aussi bien dans le sud de la France, des constructions, par exemple. J'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire, Madame, oui, qui était là, qui vient l'architecte, oui. sur effectivement la destruction de l'environnement au niveau des constructions. Il se trouve simplement que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse en région parisienne, dans la vallée de Chevreuse, et que les petits écosystèmes qu'on va considérer comme banals, hein, ceux de la forêt de Rambouillet, avec des rivières, avec des landes, des bruyères, des forêts de bouleaux, etc. En fait, j'ai observé qu'en quelques années, ces écosystèmes étaient complètement maltraités, et voire détruits, que des centres commerciaux s'installaient dans la périphérie de Rambouillet, justement, que là où il y avait des champs ou des forêts, il y avait du béton, et puis du goudron, et ensuite des hangars. Ensuite, j'ai vécu de plein fouet, curieusement à un âge assez précoce, le premier choc pétrolier des années 70, qui m'a fait réfléchir à un âge assez précoce à la notion de cette dépendance que la société mondiale semblait avoir dans les énergies fossiles et dans les grands groupes pétroliers. Et donc j'ai rêvé très jeune d'autarcie. J'ai vraiment fantasmé sur la notion de ne dépendre d'aucun groupe, de ne dépendre que de moi-même et du travail de mes mains pour survivre. Et puis après, bon, les années sont passées, je n'ai pas réalisé ce rêve-là, et simplement, ayant appris à observer la nature, j'ai observé aussi bien la nature avec un grand N que la nature humaine. J'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont fait ouvrir les yeux. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierre qui m'a donné une leçon fondamentale qui était celle de, lui c'était par rapport à la misère et aux sans-abri, mais de la misère en général, l'injustice sociale. Il m'a dit, voilà, la chose principale numéro 1, c'est ouvrir les yeux sur l'injustice. Déjà, une grande partie du chemin est accomplie. Ouvrir les yeux sur la nature. Si on ouvre les yeux, si on observe vraiment bien, on se rend compte qu'il y a un dommage extrême, il y a destruction. Donc finalement, ça m'a conduit à me mettre en contact avec des associations. J'ai commencé avec quelques mois avec le WWF, et puis finalement, j'ai considéré que l'action de Greenpeace me paraissait intéressante, non violente, forte dans ses prises de position, efficace dans sa communication. Et voilà, ça fait 18 ans maintenant que je participe à des opérations avec eux. Et du coup, vous avez rencontré de belles personnes comme Serge. Alors vous, Serge, vous avez allié passion pour la plongée et recherche. Et puis tout ça, forcément, j'ai envie de dire, évidemment, s'ouvre sur la protection, la nécessité de protéger l'environnement. Oui, je serais peut-être moins lyrique que Lambert là-dessus, s'il n'y a aucun doute là-dessus. Je dirais, beaucoup de gens de ma génération, finalement, ont
découvert finalement le milieu marin au travers finalement de l'Odyssée du commandant Cousteau. Je veux dire, ça reste finalement une référence et ça reste celui qui, au travers du monde du silence, a fait découvrir ce monde. Parce que on a toujours cette, et lorsqu'on est curieux, on l'a particulièrement, on ne voit pas ce qu'il y a sous la surface de l'océan. Cette espèce de miroir que représente la surface de l'océan est finalement une barrière. Et cette barrière entraîne derrière tout un imaginaire de tout ce qu'il peut avoir. Cet imaginaire d'ailleurs qui est souvent associé à des craintes. Comme je le disais tout à l'heure lors du groupe de travail, si vous mettez à bord d'un bateau au milieu de l'océan et qu'on vous dit ben, allez-y, sautez, nagez, il n'y a aucun risque, il y a finalement très peu de monde qui va sauter parce qu'il y a une inquiétude sur ce qu'il y a dessous, alors que finalement il n'y a que de l'eau dessous. Mais il y a aussi beaucoup d'écosystèmes. Là, je rentre de Guyane où on a découvert un écosystème particulièrement nouveau dans son fonctionnement et dans ses assemblages, et on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de sources d'inspiration sous cette surface, et que l'on a du mal vraiment à imaginer ce qu'il peut y avoir. Donc moi je pense que c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus, c'est cette diversité de formes, c'est cette diversité, cette biodiversité, c'est comme ça qu'on appelle exactement, et finalement les questions que l'on pouvait avoir, et puis automatiquement cet aspect qui est effectivement associé, le contexte rigoureux de la recherche, et puis le contexte un peu exploration, parce que on est un peu dans le même contexte de quelqu'un qui découvre à des moments des images ou des systèmes qui n'ont jamais été vus jusqu'à présent, ou très peu vus. Et la nécessité donc pour vous de vous engager. Lambert, vous avez dit dans une interview, j'ai un respect absolu pour ceux qui se battent pour survivre, mais on est tous dans le même bateau, et il se trouve qu'il prend l'eau. S'associer, soutenir des gens qui ont des actions concrètes, s'engager sans opportunisme, pour vous, c'est quelque chose qui est devenu vital? Oui, alors, c'est un petit peu paradoxal que vous m'ayez donné cette carte blanche et que vous m'ayez demandé d'être présent dans une soirée si positive et optimiste qui s'appelle la France des solutions. Oui, parce que je sais que vous avez une vision un peu pessimiste. Je suis un grand pessimiste. Mais on a pris Serge pour... je suis très flatté, et en même temps c'est vraiment très paradoxal parce que je suis le plus pessimiste. Oui, parce qu'en général, Lambert dit tout est foutu. Hein. Non, c'était ma prochaine question, mais on y va. Peut-être comme les grands dépressifs qui étaient Cousteau, De Gaulle. Je parle que des gens que j'ai interprétés, parce que je viens de jouer De Gaulle, j'ai joué l'Abbé Pierre et j'ai joué Cousteau, parce qu'il n'y a que des grands dépressifs en fait. Alors au fond, ils sont pessimistes, au fond d'eux-mêmes, et ils le partagent avec très peu de monde, et finalement, ils agissent énormément. Et Cousteau a agi, même s'il a eu des départs un petit peu compliqués. Mais revenons à vous. Alors, en fait, moi, on est tous dans le même bateau, mais il prend l'eau. Oui. En fait, ce que je retiens de ce qu'on a entendu dans les projets qui ont été présentés ce soir, c'est que on a des idées, on a des propositions. Et elles sont formidables, et je tiens d'abord à vous remercier de votre invitation, et puis aussi je tiens à féliciter tous les gens qui ont parlé ce soir. Mais j'ai eu l'impression que quand même, pendant 3 des propositions, les 2 premières et la dernière, on parle, plutôt les 2 premières surtout, de la notion de consommation. Même si on associe la notion d'environnement au projet, il y a quand même un projet qui est fondé sur la consommation. Et je suis un fidèle de la maison Seb, moi-même ayant habité à côté de Selonget, donc je pense que oui, c'est grille-pain orange, là, pays tout ça, oui. En fait, la question qui est posée à l'humanité maintenant, c'est celle de sortir de façon urgente d'un certain système qui nous mène à la catastrophe. Alors je ne veux pas aujourd'hui avoir un système de surconsommation, une dictature du marché, d'une certaine façon, qui a un impact direct sur le réchauffement climatique, sur la nature, c'est-à-dire sur les espèces. 60% des espèces, des vertébrés, dans les dernières 40 années, ont disparu, et ça laisse tout le monde indifférent. Donc, je voudrais donner ma médaille à Frédéric, parce que je trouve que l'éducation... Ben oui, mais parce que je trouve que l'éducation... Non, mais vous étiez formidable, et j'adore votre descriptif de ce que vous allez faire avec les algues. Vous avez le droit de donner votre avis. Mais je trouve que éduquer en ce moment, réveiller les consciences sur la transition écologique me paraît une chose absolument urgente à faire, car je crois qu'on est un peu aveugle. Alors on a des idées,
mais on reste dans un système qui, si on ne le change pas assez vite, va aggraver la situation du réchauffement climatique. Alors, j'ai fait participer hier soir à une émission de télévision absolument formidable. Justement, Lambert, je voulais qu'on réagisse à cette émission. Serge, je vous donne la parole, vous inquiétez pas. Je voulais qu'on réagisse à cette émission à laquelle vous avez participé hier sur France 2 et avec Delphine Ernotte, nous en parlerons tout à l'heure. Delphine, votre participation était bien évidemment très pertinente. Moi, vous avez dit quelque chose, entre autres, qui m'a énormément touchée. Vous faisiez référence à cette jeunesse qui s'engage. Vous faisiez référence à Greta, bien évidemment, en disant que certains la stigmatisent. Vous disiez que l'avenir, elle est dans cette jeunesse, une jeunesse que vous avez rencontrée, par exemple, sur le tournage de Cousteau, cette jeunesse qui s'engage. Oui. Alors c'est là où je suis sorti. Qu'il faut penser. C'est effectivement là où je suis sorti de mon pessimisme. C'est quand on a fait la promotion du film L'Odyssée sur le commandant Cousteau, où j'ai repris un peu mon bâton de pèlerin et je suis retourné dans les rangs des activistes, en tout cas des gens qui communiquent pour une association comme Greenpeace, parce que j'ai vu des gens qui défendent les océans et qui sont très jeunes, très actifs. Et puis hier sur le plateau, il y avait des gens incroyables, des jeunes filles de 16 ans qui arrivaient de Bali, qui ont décidé subitement de ramasser à l'âge de 12 ans les sacs en plastique sur leur île et qui finalement petit à petit en ont créé de cette activité une association et elles ont obtenu à la fin, au bout de 4 ans, du gouverneur de Bali de bannir entièrement les sacs de plastique. Et il y avait ces initiatives de gens incroyablement jeunes qui parlent aux politiques à 16 ans, comme Greta Thunberg le fait. Je trouve ça extraordinaire. Donc ça me donne un optimisme. Et c'est ça que j'ai... Vous voyez, tout n'est pas foutu. Pas du tout, mais je regrette d'avoir dit ces mots-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable de transmettre ce courage, ce sens de la mission par rapport au futur de la planète et de nous, de notre humanité. Lambert, justement, hier, vous réagissiez à nouveau sur quelque chose qui était très intéressant. Promis, Serge, je ne vous oublie pas, vous aurez la parole après. Lambert, vous disiez une chose qui était passionnante. Vous disiez les bébés qui sont aujourd'hui dans les landaux, ce sont eux qui... Non, mais ça me fait rire parce que j'ai des amis qui m'ont dit mais tu vois des bébés partout parce que mais non, les bébés que je vois dans les trains, les bébés que je vois dans la rue, les bébés que je vois des bébés partout. Sauf qu'un jour, j'étais dans un train, effectivement, puis j'avais un bébé qui était très charmant. Et on a commencé à parler car oui, il parle. Non, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette petite fille, elle a 2019. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle allait avoir 81 ans en 2100. Donc elle est tout à fait vivante en 2100. Sauf qu'en 2100, le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts sur le réchauffement climatique international, annonce récemment qu'on peut arriver à une augmentation de la moyenne de la température du globe de 7 degrés. Autrement dit, ce qui fait que la vie sur Terre devient véritablement difficile pour les humains. Et je me suis dit, mais en fait, on est en train de parler de leur vie. Et que tout ce qui nous a semblé de la science-fiction, en fait, est véritablement concret pour cette génération-là. Alors, celle des bébés, clairement, mais aussi les échéances plus brèves, à 2050. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est formidable d'inclure l'écologie dans la réflexion en permanence, mais j'aimerais pousser le débat un peu plus loin et jusqu'à le questionnement sur la consommation, sur la surconsommation. Parce que je crois qu'à ce moment-là, si on ne change pas notre paradigme, et on a eu beaucoup de ces conversations avec Serge, si on ne change pas de paradigme, je pense que il va vraiment se passer des choses graves. Alors après, il faut passer la parole à Serge parce qu'il est un vrai grand témoin de ça, surtout par rapport à un facteur qui est un révélateur très très simple et très précis, qui sont les récifs coralliens. Voilà, justement Lambert, c'est ce que j'allais vous proposer. Il nous reste 5 minutes et j'aimerais vraiment qu'on puisse les passer avec vous, Serge, mais gardez le micro Lambert, hein. Tout va bien. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Garder un verre d'eau. Voilà, regardez. Serge, tout va bien, je vous remercie, c'est gentil. Vous êtes un petit club de jazz. Serge. J'allais vous demander tout à l'heure quel homme engagé était Lambert, mais je ne vais pas vous poser cette question parce que je pense qu'on a compris. Là, tout va bien. On enchaîne plutôt sur vous et sur vos actions. Dès le départ, vous me disiez que vous, l'engagement est venu chez vous assez naturellement. Vous êtes installé entre Perpignan et la Polynésie. Il y a pire comme lieu de vie. Vous avez d'ailleurs retardé votre départ pour être avec nous aujourd'hui, donc merci beaucoup. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui, celles qui vous paraissent absolument nécessaires, peut-être sur lesquelles vous voulez tirer le signal d'alarme ?
Les actions, je dirais que, moi je pense que, bon, y a d'abord, si on veut être, je dirais, dans une communication efficace, il faut d'abord avoir une rigueur scientifique, il faut avoir une reconnaissance scientifique, une reconnaissance par ses pairs. Ça, je pense que c'est une base. Mais après, on ne peut plus se permettre maintenant d'être un scientifique et de rester dans sa bulle scientifique. On ne peut, je pense qu'on n'est plus dans cette dynamique-là. Si on reste dans cette dynamique-là, on s'isole de nos sociétés et finalement, on n'a plus cette transmission de la connaissance que l'on doit faire vers nos sociétés. Moi, je viens de passer 2 ans et demi sur une expédition de la Fondation Tara Océan, avec une expédition dédiée aux récifs coralliens. Et finalement, ce qui a été intéressant dans cette expédition, c'est que on a réussi à mélanger, sur une durée longue, sur une durée de 2 ans. On ne fait plus d'expéditions scientifiques comme ça se fait plus. C'est que quelques fous qui les font, parce que se consacrer 2 ans et demi juste sur une expédition, plus personne ne pense qu'il a le temps de le faire. Mais on a pu faire pendant 2 ans et demi, finalement, transmettre le message sur l'état des récifs coralliens, sur je dirais le contexte particulièrement dramatique que subissent cet écosystème. Et on est à cheval sur à la fois une connaissance scientifique qui donne une légitimité, qui permet de parler finalement aux sociétés ou aux politiques, et en même temps également sur un discours vers la société, vers les jeunes, vers la société, vers le public, pour expliquer finalement le contexte dans lequel on se situe. Les récifs coralliens, c'est très simple. On considère que c'est un des écosystèmes les plus en danger actuellement. C'est quand même une espèce sur 3 dans l'océan qui vit dans les récifs coralliens. Il y a parfois quelques chiffres, je trouve qu'il est important de dire. On parle de l'océan comme étant une priorité. Il faut comprendre que l'océan, jusqu'à aujourd'hui, a accumulé à peu près 90% de l'excédent de température que l'on a produit, a accumulé entre 30 et 40% du CO2 que l'on a produit. Ça a été un formidable tampon. Le problème, c'est que, je dirais, une formidable barrière, finalement, qui nous a protégés. Actuellement, ce que disent les experts du GIEC et sur lequel j'abonde complètement, c'est qu'on passe à un cap différent. C'est-à-dire que cette source de protection par cette réserve qu'a accumulée finalement les océans, elle est en train de se casser la figure, et elle est en train, maintenant, on a l'impression qu'on a des phénomènes d'accélération, mais c'est parce que le phénomène de tampon qu'il crée jusqu'à présent ne va plus fonctionner, parce qu'il a déjà accumulé un maximum de ce qu'il pouvait accumuler. C'est pour ça qu'on a un phénomène d'accélération. Et ce phénomène d'accélération, et j'en discutais encore récemment au niveau régional, avec notamment un vice-président régional sur l'environnement et sur le littoral, et je lui disais, c'est fini, arrêtez de dire et si le changement climatique, et si on a une augmentation de la température. Non, ça c'est un discours qui est passé. C'est on va avoir ça, voilà. On va avoir ça, et on va avoir ça. Et si vous ne le considérez pas dans vos politiques publiques, vous faites, je dirais, presque un sacrifice sur les générations à venir, parce que quelque part, vous allez, quand vous allez le considérer, ce sera trop tard à ce moment-là. De ces connaissances, de ces recherches, comment on peut passer à l'action, et concrètement, comment on peut passer et à quelles actions? Alors, pour moi, les premières actions, c'est ne plus... on s'attache maintenant à beaucoup dire, on a, et on l'entend encore, de la transition écologique, on a des mesures en faveur de l'écologie. Moi, je pense qu'il faut inverser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on va intégrer l'écologie. Non, on va mettre l'écologie en priorité, et on va voir comment cette écologie peut se traduire en termes d'économie. C'est différent comme raisonnement. On ne peut plus aujourd'hui dire, eh bien, on va essayer d'aménager l'écologie en fonction de notre développement économique. Non, on doit mettre en priorité, je dirais, l'écologie. Alors l'écologie, c'est la conservation des espèces, c'est la conservation de la biodiversité, parce que c'est la biodiversité, c'est la richesse, le nombre d'espèces que l'on a qui va permettre aux écosystèmes de lutter contre les impacts, les stress actuels que l'on a. On parle du changement climatique, mais on pourrait parler des plastiques, on pourrait parler des pollutions diverses et variées qui arrivent par tous les bassins versants, donc tous les grands fleuves. Il faut savoir que, par exemple, le Rhône apporte à lui tout seul 80% des plastiques que l'on retrouve en Méditerranée viennent par les fleuves, ils ne viennent pas directement dans la Méditerranée, par exemple. Donc tout ça, on doit maintenant l'intégrer en priorité et ne plus le mettre dans un contexte général. On doit d'abord dire, on a une politique écologique, et sur cette politique écologique, on va voir comment on peut arriver à gérer une économie. Serge, malheureusement, on va difficilement pouvoir aller plus loin, mais si vraiment on veut aller dans la réflexion avec vous, avancer avec vous dans la réflexion, vous faites des conférences TED, il y a des actions qu'on peut soutenir avec vous, vous accompagner?
Je dirais que des actions que l'on peut faire, oui, c'est de venir en aide effectivement à une meilleure connaissance, mais c'est en premier lieu d'avoir une conscience individuelle. Les plastiques que l'on a actuellement dans le Rhône, il y en a, alors les gens pensent toujours, ah, mais c'est l'industrie, c'est l'économie. Il y en a à peu près 40 à 50% qui sont du particulier, de l'emballage plastique individuel, de la bouteille plastique, du sac plastique, etc. C'est 50% de ce qui arrive actuellement dans le Rhône. Donc il y a aussi une démarche personnelle systématiquement à mettre en place. Dans l'émission Pour la Terre à laquelle vous avez participé hier, on parlait justement des gestes que les Français sont prêts à faire justement pour avancer sur cette bonne voie. Juste, Lambert, je sais que vous vouliez parler, on va un peu changer de sujet, juste une minute. Vous vouliez parler d'une association qui s'appelle Toi à moi. On en avait parlé ici avec Reporters d'Espoir. Je sais que c'était important pour vous d'en dire un mot. Non, mais parce qu'en fait, on ne peut pas séparer la notion de la réflexion sur l'écologie et sur le danger que court l'humanité et la planète, sans parler, bien entendu, de justice sociale et sans parler d'entraide. Et je trouve que je voudrais saluer, c'est important de saluer l'initiative de 2 ingénieurs qui ont renoncé à leur travail pour s'occuper de sans-abri, en inventant un système que je trouve d'une simplicité merveilleuse et qui fonctionne, mais ça ne fait que 10 ans que cette association existe, qui s'appelle Toi, avec un T, Toi à moi, qui a été créée à Nantes. Et le principe en est très simple, c'est en fait, on demande à des parrains, autrement dit des souscripteurs, de donner de l'argent, d'une promesse de don par la carte bleue, par la banque. Voilà, il faut 80 personnes qui vont donner 20 € par mois pendant 5 ans. Ces 80 personnes, si elles donnent 20 € par mois pendant 5 ans, ça a fait un appartement qui est acheté par l'association. Et dans cet appartement, on va y loger et on va donner les clés pour 3 ans maximum à un sans-abri qui va être aussi accompagné par des psychologues, des volontaires qui vont organiser des sorties. Et puis, il y a un groupe de mécènes qui propose des entretiens d'emploi et un suivi professionnel, une forme de réinsertion dans un système qu'on n'espère pas trop standardisé, en tout cas. Et c'est simple, c'est très efficace. Alors, il y a des journalistes qui se sont engagés, qui sont devenus parrains, grands parrains, disons. Et ça a commencé à Nantes, puis à Angers, maintenant ça va être à Bordeaux, à Lyon. Et vous en êtes un porte-parole. Ça arrive à Paris. Ça, c'est merveilleux, parce que ça vient de l'imaginaire d'individus, comme ça, qui... et puis, le conseil, c'est toujours ça, c'est qu'en fait, c'est quand c'est très simple au départ et qu'on l'observe dans son entourage. Je disais tout à l'heure à une jeune fille dans une interview que dans le cinéma, on dit toujours que quand on commence à écrire un film, la première fois, il faut toujours partir de soi-même, en fait. Il faut partir de ce qu'on connaît très, très, très bien, de quelque chose qu'on observe, quelque chose qui fait partie de votre entourage. Et les grandes idées qui ont été décrites ce soir, je pense qu'elles viennent de cette observation très, très, très proche. Et donc, ces gens-là ont dû croiser tous les jours le même sans-abri. Et puis finalement, ils se sont dit, mais en fait, il suffirait faire quelque chose. Il suffirait qu'il ait un chez lui. Ouais. Et voilà. Et voilà, c'est le cas de cette association. Donc, quand on anime un débat, quand on anime la France des solutions, il faut couper la parole et c'est vraiment terrible. Oui, alors, parce que le temps file. Pour répondre à... Non, mais je voudrais juste rajouter... Consultez les sites des associations, pas nécessairement Greenpeace, mais que ce soit le WWF, les Amis de la Terre. Il y a beaucoup de choses. En fait, il faut se renseigner, il faut ouvrir les yeux et se renseigner. Merci infiniment. Ouvrons les yeux. Merci beaucoup.